La modernité prend fin, dites-vous. Alors, que se passe-t-il, Michel Maffezoli? Avons-nous, ai-je raison, d'être déconcertés? De toute façon, dans ces mutations de fond, cela se vit, tenez, on va encore solliciter des philosophes, Kierkegaard, dans la crainte et le tremblement. Voilà. Mais si je puis me permettre d'être un professeur, puisque corrigez ma copie. Je vais vous corriger un tout petit peu. Pour moi, il y a des grandes époques. Et qui dure 3-4 siècles. C'est ça, une époque, je rappelle que ça veut dire une parenthèse. Voilà. Et entre les époques, il y a ce qu'on appelle des périodes. Voilà, donc c'est tout à fait différent. L'époque dure sur la longue durée. La période, c'est là où ça grouille. C'est là où, si vous voulez, les changements s'opèrent. C'est 4, 5, 6 décennies. Et je pense que nous sommes dans cette période intermédiaire entre deux époques. D'accord. Donc voilà. La postmodernité, pour clarifier votre propos, la postmodernité est une période. Non, la postmodernité, on arrivera à le nommer plus tard. Mais nous sommes dans ce moment-là intermédiaire, cette période qui fait qu'on est en train de quitter l'époque moderne, qui commence avec le XVIIe siècle, qui s'achève avec la moitié du XXe siècle, et puis on est en train de rentrer dans une autre époque que l'on n'arrive pas à nommer. C'est pour ça qu'on dit post-modernité. Juste, je rappelle pour mémoire que jusqu'en 1848, on ne parlait pas de la modernité. C'est Baudelaire qui, le premier, emploie le mot modernité. On disait post-médiévalité. Et ce n'est que quand quelque chose, si vous voulez, a pris ses assises, devient sûr d'elle-même, en quelque sorte, qu'on peut lui donner un nom. Voilà, la Renaissance, ensuite la modernité, avant le Moyen-Âge, etc. Donc, actuellement, faute de mieux, je reconnais, on dit post-modernité pour dire tout simplement que nous sommes dans un grand moment de mutation, où les grandes valeurs qui nous avaient animés, qui avaient été le fondement de nos institutions, le fondement même de la construction individuelle, tout cela est en train de cesser. D'ailleurs, il y a une manière de le dire très simple, c'est la crise. Le mot crise, si vous voulez, n'est pas économique, c'est quand tout d'un coup, tous les repères qui étaient les nôtres ne fonctionnent plus. Alors bon, vous dites que les repères qui sont les nôtres ne fonctionnent plus, mais alors quels sont justement ces repères qui se sont estompés, qui disparaissent, et par quoi sont-ils remplacés? Vous savez, là, je crois qu'il faut être très simple en la matière. C'est curieux que je dise cela, moi. Mais disons, ce qui a été le tripode moderne, quand on regarde encore une fois sur les 3 siècles qui viennent de s'écouler, on a vu l'émergence de l'individualisme, la grande idée cartésienne. Je pense, donc je suis. Qui était une vraie révolution, et à partir de là, c'est élaboré avec la philosophie des Lumières, avec Rousseau en particulier, et bien sûr, les grands systèmes sociaux du XIXe siècle, la prévalence de l'individu. Je rappelle que préalablement à cela, dans le Moyen-Âge, par exemple, un individu ne pouvait pas exister, il ne pouvait exister que dans une communauté. Voilà. L'invention, si je puis dire, de l'individu, voilà le premier tripode, le premier élément de ce tripode. Deuxième élément, quelque chose aussi qui n'existait pas et qui n'existera pas toujours, c'est le rationalisme. Philosophie des Lumières, c'est-à-dire dans le fond, Max Weber, quand il parle justement de l'éthique protestante et quand il parle de ce qui va être le fameux désenchantement du monde, il montre que c'est les rouleaux compresseurs du rationalisme qui a évacué tout ce qui était le côté magique de l'existence. Deuxième élément. Troisième élément, la foi en l'avenir, le progrès. Demain, on sera en pointant une caméra. Pardon, je veux dire par là, voyez, voilà ce qui est pour moi le tripode moderne, c'est-à-dire ce sur quoi se sont élaborées toutes les institutions. Michel Foucault l'a bien montré au XIXe siècle, la famille, l'éducation, les partis politiques, le travail, etc., sur ce tripode. Or, il se trouve, et moi c'est ce que je serine depuis une 40aine d'années, c'est que ce tripode est en train de laisser la place à autre chose. Mon hypothèse, c'est le retour de la communauté. Si vous avez appelé ça le temps des tribus. Non pas l'individu, mais le nous. Heidegger l'avait bien dit d'une manière prémonitoire, l'ère du jeu laisse la place à l'ère du nous. Voilà le premier élément. Deuxième élément, c'est plus simplement ce grand rationalisme qui avait fait la belle société moderne, mais ce retour écoutez ce terme, émotionnel. Le retour des émotions. Là aussi, moi, j'avais dit raison sensible. Pas simplement la raison, mais le fait que les sens reprennent une force et vigueur indéniable. Et puis, troisième élément, c'est pas demain, c'est pas le futur, c'est le présent. Voyez, voilà. Individu, raison, progrès, le nous, la communauté, l'émotion et le présent. Voilà, à mon avis, ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se passer. Je répète, cela est angoissant parce que on voit ce que l'on quitte.
on savait le gérer finalement tout cela, cet individu. D'autant plus qu'il était très clair. Voilà, c'était clair, ça s'était clarifié. Hein, et ça prend du temps. Hein, ça prend du temps. Une grande dame de la pensée, Hannah Arendt, quand elle montre comment s'élabore ce qu'elle appelle l'idéal démocratique au XIXe siècle. C'est-à-dire, justement, hein, l'association de ces individus très rationnels en fonction du futur. Elle montre que c'est un idéal qui prend du temps pour s'élaborer, en quelque sorte. Hein, et encore une fois, pas d'une manière difficultueuse. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons actuellement. Comment vont s'ajuster ces tribus, ces communautés les unes par rapport aux autres? Comment on va arriver à intégrer ces émotions dans le vécu collectif? Comment le présent, hein, se vivre ici et maintenant, tel que les jeunes générations le disent à loisir, eh bien, comment on va faire cela et ne pas projeter vers l'avenir. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui n'est pas aisé, mais après tout, il y a eu d'autres grands moments culturels où ça a été la communauté qui a prévalu, où les émotions jouaient un rôle important, où le présent était indéniable. À quel moment pensez-vous ? Très précisément la Renaissance. Hein, où on voit, juste pour parler d'une époque juste un peu antérieure à la nôtre, mais il y en a bien d'autres, si vous voulez, où on voit bien que, moi je rappelle que Florence la Belle, hein, c'était la ville-monde du moment. Eh bien, c'était le moment où c'était le carpe diem qui prévalait. C'était en effet quelque chose qui faisait que c'était pas un projet lointain. C'était quelque chose où les artistes participaient à la vie de la cité. L'émotion avait sa place. Et c'était un élément où on ne pouvait exister que si on était en communauté. Alors, quelle que soit la communauté, peu importe en la matière, hein, qu'elle soit religieuse, politique ou autre. Voilà. En l'occurrence, plutôt des cités. Pardon ? C'était la cité. C'était la cité, et on sait le rôle que jouait la cité, justement, à cette époque-là, par exemple. Alors, vous évoquez l'aspect anxiogène du moment présent. Dans votre ouvrage, vous dites, je vous cite, « Les valeurs postmodernes ne sont en rien anti-modernes. » Mais quand même, alors je vais jouer un peu l'avocat du diable, Michel Maffezoli, vous remettez d'une certaine manière, je ne vais pas dire en cause, mais le mythe du progrès. Vous parlez aussi d'orgueil moderne, de démesure moderne. Enfin bref, vous n'avez pas non plus l'air de la regretter, cette modernité qui passe. On me reproche toujours cela. Non, moi, tenez, je vais vous faire une confidence. Moi, je suis un petit bourgeois classique, rationnel et progressiste presque. Je ne fais pas état de mes valeurs. Hein. Je dis tout simplement, ce qui existe, il faut faire avec. Voilà, c'est pas la peine de toujours seriner le bon vieux temps ou ce que l'on est en train de quitter, on ne sait pas là où l'on va. Non, tout simplement, vous voyez, pour le dire en des termes beaucoup plus simples, on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide. Moi, je me dis, pourquoi pas le voir aussi à moitié plein, hein, bien. Tout simplement, et voilà le fond de ma réponse. C'est que il y a cette crainte-là par rapport à ce qui est en train de naître, et avant tout le fait, je dirais, de la société officielle. Quand je dis la société officielle, ceux qui ont le pouvoir de dire ou de faire, l'intelligentsia, les journalistes, les politiques. Qui tiennent le pompon, dites-vous, non, écrivez-vous. Les universitaires aussi, hein, mes chers collègues, les experts. Hein, bon. Cet ensemble-là, je dis ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. À mon sens, ils sont complètement déphasés. Dans leur, pas vous, hein, mais dans leur globalité. Hein, voilà, dans leur globalité, c'est-à-dire pourquoi ? C'est parce qu'on reste sur les grandes valeurs que l'on est en train de quitter. Hein, ce que j'appelle, dans le fond, des assurances de pubertaires. Enfin, on est des adolescents qui restons assurés sur ce qu'on est en train de quitter. La société officieuse, et je vous y rends attentif, moi, je suis frappé, je suis un voyeur finalement, j'essaie de renifler un peu ce qui se passe. Quand on traîne dans la rue, quand on va dans les bistrots ou autres, ces jeunes générations, il y a de la vitalité. Il n'y a pas quelque chose qui est pessimiste ou qui soit une attitude, encore une fois, anxiogène. Alors moi, je dirais qu'il y a ce décalage entre l'officiel, qui lui est obsédé par les valeurs que l'on est en train de quitter, et au contraire, je dis société officieuse, peu importe le terme, en tout cas ce qui est bien représenté par ces jeunes générations, où il y a, qu'on le veuille ou non, un vitalisme extraordinaire. Moi je vois comment il y a, j'en sais rien, pour les gens de ma date, on ne se posait pas le problème du boulot, du logement, des choses comme ça, c'était assuré. Quasiment. Bon, là actuellement, on sait que c'est difficile de trouver du travail, c'est difficile de trouver un logement. Et puis, si je le dis un peu à la manière galiléenne, vous savez, Galilée, quand il est condamné, il dit « et pour si mauvais », et pourtant elle le tourne la terre. Eh bien, je dirais « et pourtant sa vie ». Et il y a chez ces jeunes générations ce « et pourtant sa vie ». C'est en ce sens que je dis « soyons attentifs à cette vitalité ».